éviter le virus Ebola, le gouvernement encourage les populations à observer des mesures préventives. Par exemple, se laver régulièrement les mains. Cela conduit les populations à se ruer vers les produits hygiéniques, occasionnant ainsi des ruptures de stock dans les grandes surfaces. Les localités de Gran Lao Fresco et San Pedro ont reçu la visite de l'Office national de la protection civile. Cette structure, en tournée de sensibilisation dans ces localités, invite les populations à quitter les zones à risque. À Madagascar, des criquets géantes envahis Antananarive hier jeudi. Cette invasion est due aux fortes chaleurs qui touchent la capitale malgache depuis une semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Pour éviter le virus Ebola, le gouvernement ivoirien encourage les populations à observer des mesures préventives, par exemple se laver régulièrement les mains. Cela conduit les populations à se ruer vers les produits hygiéniques, occasionnant ainsi des ruptures de stock dans les grandes surfaces. F. Boué, Franck Wadio. Pas un pas sans son gel-main. Craig, expatrié anglais, vit et travaille en Côte d'Ivoire. Depuis l'annonce des récentes mesures préventives contre le virus Ebola, il ne se sépare plus de son petit tube translucide. J'utilise ça parce que il faut, pour moi, un blanc ici, il faut mettre l'exemple aux gens qui pensent que c'est pas sérieux l'histoire d'Ebola. Donc j'ai dans mon sac ici, dans mon porte-valise à la maison, j'ai donné tout ça à mes enfants, ma femme, tout le monde. En format poche ou familial, ces produits sont prisés par les populations. Se laver régulièrement les mains, éviter de se serrer les mains et de faire des accolades, des mesures préventives contre le virus Ebola, mesures scrupuleusement respectées. C'est depuis la semaine passée, moi j'étais en congé. Alors, quand je suis venu, j'ai trouvé ça au bureau, quand je suis allé avec mon patron, j'ai vu ça là-bas. Il m'a dit, il faut qu'on achète un pour mettre dans la voiture aussi. C'est là que je suis venu acheter. Ces produits-là sont utilisés toujours, ce n'est pas par rapport à Ebola spécialement. Ces produits sont préconisés en général pour essayer d'anéantir un peu les microbes, puisque la main est exposée en général. Dans les lieux de vente, supermarchés et pharmacies, le gel est rare sur les étagères. Après le dernier communiqué donc, qui interdisait donc, à la population de se serrer la main, en tout cas les gels mains ont commencé à s'arracher comme de petits pains en tout cas. Donc on a pratiquement doublé, triplé même nos commandes. Pénurie de produits d'hygiène dans les lieux de vente. Consommateurs et restaurateurs ne s'en passent plus. De nouvelles habitudes sont nées. Le gel main, on l'utilise pour prévenir tout risque contre le virus. Puisque nous manipulons les aliments, les verres et tout ce que la clientèle utilise ici pour manger. Pour des mesures préventives, voilà, nous avons ça pour nous désinfecter les mains à chaque 30 minutes. J'utilise ce produit quand je veux toucher les plats pour faire les plats emportés ou soit pour servir un client, j'en ai besoin pour essuyer mes mains. La ruée vers ces petits tubes translucides traduit la bonne disposition des populations à suivre les mesures préventives prises par le gouvernement. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, sensibilise les travailleurs sur l'épidémie d'Ebola. Elle a organisé une rencontre d'échange pour rappeler les mesures de précaution prises par le gouvernement. Paru pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo et plus tard en mars 2014 en Guinée, la fièvre hémorragique Ebola est une maladie virale qui n'a pas encore de remède. Pour appuyer l'État dans la sensibilisation contre cette épidémie, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire organise une rencontre d'information. L'obligation pour nous, c'est de relayer toutes les préconisations qui ont été faites par le gouvernement, simplement parce que nous avons à notre sein des travailleurs et qui sont dans tous les secteurs d'activité. Donc nous sommes dans la grande prévention. Les participants ont été édifiés par les enseignements donnés par la représentante du ministère de la Santé à travers des projections et des questions-réponses. Si on a l'Ebola, il y aura des fermetures d'entreprises, il va y avoir plein de conséquences. Ça veut dire qu'il y aura encore la pauvreté. Et nous, travailleurs, il faut qu'on évite d'être encore pauvres, de faire en sorte que nos camarades ne puissent pas être atteints. Et nous allons recommander cela au niveau des entreprises, que ces mesures-là puissent être appliquées effectivement. D'autres actions sont prévues par l'UGTCI pour sensibiliser les populations sur cette pandémie à l'intérieur du pays.
Un reportage d'Eman Niamien. Les acteurs du secteur privé sont aussi sensibilisés sur le virus Ebola. Cette sensibilisation s'est faite à partir du thème épidémie à virus Ebola, mesures de prévention et de prise en charge. Elle a été initiée par le patronat ivoirien. Patricia Omouetia. Séance de démonstration du port des épis, composé des surchaussures, de la combinaison, des lunettes, du tablier et des gants. Équipement de protection sûr à 99% et prêt à affronter un cas suspect d'Ebola. Nous sommes ici à une séance de sensibilisation des acteurs du secteur privé initiée par le patronat ivoirien. Le but est de prendre des mesures de précaution et multiplier les actions de sensibilisation auprès de la population. Si le virus arrive à rentrer dans notre pays, c'est de faire en sorte que la population ait des bons réflexes pour que si on a un cas d'Ebola, ça se limite à ce seul cas d'Ebola. Des actions qui vont permettre aux principaux acteurs du secteur privé d'être informés sur les mesures à prendre. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai mis de l'eau de javel à l'entrée de ma maison. On se lave les mains avant d'entrer dans la maison. Mais il ne met pas de l'eau de javel à 3 degrés. Mais comment faire pour avoir ça? Comment ça se passe? Parce que nous, sur les surfaces, dans nos marchés, supermarchés, c'est 8 degrés, 12 degrés. Mais lui, pas de 3 degrés. Ça, il faut qu'on nous explique aussi. Devant tout patient qui a une fièvre et des saignements, on a tout de suite peur de l'approcher. Donc à notre niveau, on va élaborer ce qu'on appelle un algorithme de prise en charge pour permettre à l'ensemble du personnel soignant de prendre des dispositions pour ne pas se faire contaminer. Et deuxièmement, pour une meilleure prise en charge éventuelle des cas suspects ou des cas avérés. 4 pays de l'Ouest, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Nigeria, vivent actuellement la pire épidémie d'Ebola jamais enregistrée. Cette épidémie constitue un problème de santé publique énorme, tant à l'échelle locale que mondiale. Les frontières doivent être ouvertes, mais avec un meilleur contrôle sanitaire des points de passage. Et c'est le contenu des discours des experts en santé, comme des politiques, et des ministres de la Santé des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis à Accra, au Ghana. Tous considèrent les fermetures des frontières décidées par le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau comme inutiles et plutôt dommageables. Sensibilisation des jeunes de Yamoussoukro sur le virus sida. La conférencière, le général de brigade Kwame Akissi, elle a exhorté la jeunesse de Yamoussoukro au dépistage. Le dernier rapport de l'ONU-SIDA de 2011 indique que 34 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et 1,7 million de personnes sont décédées dans la même année du fait du sida. En Côte d'Ivoire, en 2011, on estimait à 450 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH. Même si les chiffres baissent d'année en année, les sensibilisations continuent sur le terrain. Ainsi, à travers une conférence, la jeunesse ivoirienne a été informée et sensibilisée sur les fléaux. Le général de brigade Kwame Akissi, conférencière, a d'entrée de jeu fait l'historique de la maladie, donnant les chiffres avant de soutenir que le sida, aujourd'hui, n'est plus une fatalité. La première femme générale dans l'armée ivoirienne a aussi exhorté la population ivoirienne au dépistage précoce en vue de connaître son statut sérologique. Pour l'oratrice, les personnes séropositives ont besoin du soutien de leurs proches pour surmonter le mal. Il faut que chacun puisse connaître son statut, parce que tant que tu n'as pas fait le test de dépistage du VIH, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est séropositif ou séronégatif. Le VIH est dépisté rapidement et il est suivi par les conseils. Et ceux qui sont atteints du virus, qui sont malades du sida, ont les antirétroviraux et ils peuvent vivre longtemps avec cela. Le général Kwame Akissi a invité la jeunesse chrétienne à plus de responsabilités et surtout à éviter la multiplication des partenaires sexuels. Les témoignages et les préoccupations posées par l'assistance ont laissé entrevoir l'intérêt que les populations accordent à la lutte contre la pandémie du siècle, le sida. La campagne de sensibilisation contre la fièvre typhoïde dans le Hambol se poursuit. Les équipes de médecins de la Fondation Children of Africa, après Dabakala, ont mis le cap sur les localités de Tiamba et de Niéméné. Abiba Dambélé Saoué. À Timbé, ce sont 650 enfants de 3 à 15 ans et des femmes en âge de procréer qui ont été immunisées contre la fièvre typhoïde. À Niéméné, 700 personnes ont reçu leur dose de vaccin contre cette maladie dite des messales.
Ce sont donc au total 1350 femmes et enfants qui ont été vaccinés. Pour la deuxième journée de cette campagne initiée par la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, l'accent a été mis une fois encore sur la nécessité d'une bonne hygiène de vie. Maman Dominique Ouattara nous envoie vers vous, parents, enfants, tout le monde ici ce matin pour vous vacciner contre une maladie qu'on appelle la fièvre typhoïde. Est-ce que vous êtes contents? Oui. L'occasion également pour le docteur Maramani Sissé, médecin du centre de santé urbain de Timbé, et Cassie Georges Lazare, directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida, de remercier Madame Dominique Ouattara pour son engagement en faveur des populations démunies. Je tiens vraiment à remercier la Fondation Children of Africa parce que c'est une pathologie qui est assez fréquente dans nos communautés. Pratiquement chaque mois, nous enregistrons des cas de fièvre typhoïde. C'est un point de départ qui va permettre à la population d'être bien protégée contre cette maladie. Prochaine étape, Katiola, la capitale du handball. Les localités de Grand Lao Fresco et San Pedro ont reçu la visite de l'Office national de la protection civile. Cette structure est en tournée de sensibilisation contre les risques civils. Elle a offert des vivres et non-vivres aux victimes des pluies diluviennes à Boussanogo. Des dons en vivres et non-vivres aux victimes des pluies diluviennes dans les régions du Boclé et du Bassa-Centra, de la part du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à travers l'Office national de la protection civile. À Grand Laou, le directeur général de l'ONPC, Kilifia Kafanidi, a apporté le réconfort et la compassion du gouvernement aux populations sinistrées. Par ailleurs, il les a invités à quitter les zones à risque, exposant à des dangers mortels. Même message à Fresco, où les pluies diluviennes ont causé beaucoup de dégâts, surtout dans le village de Zegba. À San Pedro, dernière étape de la tournée, le directeur général de l'ONPC a témoigné sa solidarité et son réconfort aux sinistrés. Cette ville a enregistré plus de 512 familles sinistrées, composées de 3000 personnes. Pour ces populations sinistrées, ces dons viennent à point nommé. Je voudrais dire merci au président pour ces dons. Pour notre part, en tant que député, maire, nous avons prévu dans le cadre du conseil municipal, au titre du budget 2014, un programme de lotissement. Nous en sommes fiers. Au nom de tous les sinistrés, nous disons merci. Chargé de la gestion de toutes les catastrophes, l'ONPC exhorte les populations à quitter les zones à risque. À l'endroit de ceux de nos compatriotes qui sont encore récalcitrants, nous leur demandons de quitter les sites à risque. Le gouvernement responsable de la République de Côte d'Ivoire est toujours prêt à les assister, à apporter les secours. Mais il faut que chacun à son niveau fasse preuve d'un peu de discipline. Le gouvernement aussi réalise des infrastructures pour les protéger. À San Pedro, nous avons déjà des sites. Nous avons même les maisons témoins qui sont en train de sortir déjà. Et ça, ce serait vraiment, je crois, la solution idoine pour pouvoir parer à nos sinistrés. Une visite de la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers civils de San Pedro a marqué la fin de cette tournée de sensibilisation contre les risques civils. Une violente tornade s'est abattue mardi dernier sur la ville de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette tornade a fait 4 morts et d'importants dégâts matériels. F. Boué, Léon Brou. Mans, quartier Grand Bapleu, ainsi de fabrication de charbon de bois. Ici, le bois utilisé pour nourrir des familles a pris la vie de 4 personnes, dont un bébé de 5 mois. Une tornade s'est en effet abattue sur la ville mardi dernier. Dans sa furie, la foudre fait tomber ce fromager. Il y a une femme qui est venue leur dire à quitter le coin. Mais elles n'ont pas voulu. Il y a une qui était nourrice là. Elle dit qu'elle a oublié son biberon en bas de hangar. Donc c'est à son retour maintenant, le bois est venu tomber et puis ça l'a eu. Pratiquement il y a eu 3 qui sont restés sur le coup et on a envoyé une à l'hôpital. Et c'est la personne qui est restée ce matin. Aussitôt informée du drame, une équipe du conseil municipal conduite par le maire de Mans s'est rendue sur les lieux. Objectif, constater les dégâts et apporter son réconfort aux familles éplorées. Depuis un certain temps, nous avons des soucis à Mans. Il y a de cela quelques jours, la rivière Co est sortie de son lit, faisant d'importants dégâts matériels. Hier encore, nous avons une tornade qui est venue, qui a causé d'importants dégâts matériels dans la ville. Mais surtout, ce qui est déplorable, c'est qu'il y a eu des pertes en vie humaine.
Cette solidarité m'en a effectivement besoin. En plus de ces morts, la ville s'est retrouvée défigurée après cette tornade. Inondation dans certains quartiers, une situation qui met à rude épreuve les services techniques de la mairie de Mans. C'est ce vendredi 29 août à 18h que les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody prennent fin. La veille de cette date butoir, hier donc, les étudiants retardataires se bousculaient pour se mettre en règle. La scolarité centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a donc connu une grande affluence. Ils n'ont que 2 jours pour s'inscrire et demeurer dans l'effectif de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces étudiants retardataires ont pris d'assaut les différents guichets pour les inscriptions de l'année académique 2013-2014. Bousculade, impatience à la scolarité centrale. Les étudiants remplissent les formalités d'inscription ce jeudi 28 août, veille de la date butoir. Étant en voyage, c'est, disons, ce dimanche, pendant le journal télévisé, que j'apprends que le dernier délai des inscriptions, c'est ce vendredi 29. Voilà, donc je suis là pour essayer de finaliser mon inscription. J'ai payé mon inscription à la banque il y a maintenant 3 semaines de cela. Maintenant, ce qui me reste, c'est la finalisation. Et c'est ce qui cause problème. Vous voyez cette foule qui est là. Je me réjouis parce que voilà, là, je viens de finir le processus et j'ai maintenant ma carte d'étudiant. Je suis donc dans le fichier de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je suis vraiment très heureux. Plusieurs moyens sont déployés par les responsables de l'université pour accueillir le maximum d'étudiants. Un amphi est même transformé pour la circonstance. Nous savons que les étudiants viendraient, donc il fallait accroître notre capacité d'accueil et de production des cartes. Les moyens ont été à la hauteur de l'attente et nous pouvons dire que les résultats escomptés sont là. Il nous restait 17 000 étudiants à pêcher. En ce moment, nous en sommes, pour les inscrits, à peu près à 8 000. Il reste donc 9 000 à pêcher. Je répète avec force, au soir du vendredi 29 août 2014, ceux qui ne se seront pas inscrits ne feront pas partie de notre effectif. Les inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont démarré le 8 janvier 2014. Elles concernent tous les étudiants de la première année au doctorat de l'année académique 2013-2014. Un reportage de Grace Kando. La Société nationale du développement informatique SNDI renforce les capacités des agents de l'État à Yamoussoukro. Objectif de cette formation, moderniser l'administration dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Vulgariser l'usage des technologies de l'information et de la communication dans toutes les activités de l'administration pour constituer le socle d'une administration numérique pérenne et efficace en Côte d'Ivoire, tel est l'objectif de la Société nationale de développement informatique SNDI. Elle vient d'initier une série de formations au profit des agents de l'administration de Yamoussoukro à l'usage de l'outil informatique. Que chacun et chacune d'eux soient des agents du changement. L'usage des outils de l'information et de la communication est la nouvelle forme de lettrisme. De nos jours, quelqu'un qui ne sait pas utiliser un ordinateur, étant donné que nous sommes à l'ère de la suite de l'information, cette personne doit être considérée comme un illettré. Je souhaite ardemment qu'on puisse évoluer vers 0 papier dans l'administration. Occasion pour les intervenants d'encourager l'initiative. Le préfet de Yamoussoukro, André Assoumou, a exhorté les participants à s'approprier la formation. Au total, 160 agents prennent part à la formation qui se tient du 18 août au 12 septembre 2014. Cette formation va nous permettre de mieux maîtriser l'outil informatique et de mieux décentraliser les informations pour que les gens aient l'information en temps réel. Au programme, 3 modules de formation. Outre Yamoussoukro, les communes de Boaké, Korogo, Daloa, San Pedro et Abengourou bénéficieront de formations les mois à venir. Depuis 2012, le centre de formation de la Société nationale de développement informatique a formé plus de 3000 agents à Abidjan. Changeons de sujet et rendons-nous à Bois-Fléau où a été organisée une journée de mérite et d'excellence pour encourager les meilleurs élèves et enseignants de la localité. Kwasi Mamadou nous parle de cette journée. La culture de l'excellence, désormais le leitmotiv pour le développement de la région de la Maraoué, située au centre de la Côte d'Ivoire.
Une valeur cardinale acquise par la population pour contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire, telle que souhaitée par le président de la République, Alassane Ouattara. Après plus de 2 ans de promotion de la culture de l'excellence, la campagne porte déjà ses fruits, surtout dans le secteur de l'éducation. Grâce aux actions de la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, les résultats scolaires sont améliorés depuis 3 ans. De 110% au CEP en 2013, l'on enregistre aujourd'hui 85% et 60,22% contre 42% l'année dernière pour le BEPC. Les résultats du bac également connaissent une croissance. Aujourd'hui, les efforts de ces acteurs sont reconnus par toute la région de la Maraoué. Les meilleurs élèves des différents niveaux sont récompensés. Ils reçoivent des kits scolaires, des diplômes d'honneur et de nombreux lots. L'initiative de la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique est soutenue par le corps préfectoral et le conseil régional. Tous ont souhaité que cela soit une source de motivation pour la scolarisation des enfants, mais aussi pour l'amélioration des résultats scolaires. Les meilleurs enseignants et le personnel d'encadrement tous étaient honorés. Le président du conseil régional de la Maraoué a demandé aux meilleurs élèves de maintenir le cap pour participer dans le futur au développement de la Côte d'Ivoire. Aux enseignants, Richard Abikofi recommande la rigueur et la discipline pour permettre à la Maraoué d'écrire les plus belles pages de l'école ivoirienne. Autre sujet, l'unité de coordination des programmes emploi vient de recevoir du matériel d'une valeur de 148 millions de francs CFA. Ce matériel va servir aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans les villes de Korogo, de Bouaké et de Yiglo. Francis Boifo. Cette remise de matériel de salubrité et d'équipement d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA à une cinquantaine de jeunes d'Aboisseau fait partie des 148 millions d'équipements remis à 2048 jeunes. Ces jeunes proviennent de 32 localités choisies par le projet C2D Emploi en Côte d'Ivoire. Ces équipements permettront aux bénéficiaires du projet relatif au TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, de travailler dans de meilleures conditions. Je voudrais aussi donner de l'espoir aux autres jeunes qui n'ont pas été retenus, parce qu'au-delà des IMO, il y a aussi d'autres volets, notamment des volets de formation, des volets de mise en stage, l'entrepreneuriat, et même 12 600 jeunes vont bénéficier d'un appui et des kits d'installation pour créer leur propre activité générative de revenus. Les 148 millions de matériel offerts s'inscrivent dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D, emploi signé entre l'Agence française de développement AFD et le gouvernement ivoirien. Ce sont au total plus de 10 milliards de francs CFA que l'AFD a mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire sur la période 2012-2015 pour lutter contre le chômage. Le projet C2D Emploi vise 18 500 jeunes. Les femmes de Tiendiekro viennent de recevoir 12 machines à broyer et 6 presseuses. C'est un don du maire de la localité. Et ces machines vont permettre à ces femmes d'augmenter leur production d'attiqué. La culture, la commercialisation et la transformation du manioc constituent la principale activité des femmes de la commune de Tiendiekro. La fabrication de l'attiqué se trouve encore à l'état rudimentaire dans cette localité. Une situation qui empêche les femmes de sortir de leurs conditions de précarité malgré les efforts qu'elles fournissent. Pour permettre à ces femmes de sortir de la pauvreté et à être plus autonomes, le maire de la localité vient de leur offrir 12 broyeuses et 6 presseuses. Ce don répond au souci de donner les moyens aux femmes afin d'assurer leur autonomie financière. Le maire de Tiendiekro a exhorté les femmes à plus d'ardeur au travail. Yao Boré Kazmir a demandé aux femmes de s'organiser en coopérative afin de mieux bénéficier du soutien de l'État et ses partenaires. Amama Yapo Bali, sous-préfet de la localité, a invité les bénéficiaires à faire bon usage du don. Les femmes, en recevant le don, se sont engagées à tracer elles-mêmes les sillons de leur autonomisation qui leur permettra aussi de contribuer au développement du village. C'est avec la main on prend pour râper les maniocs. C'est très fatigant. Aujourd'hui, on vient d'avoir les machines. Maintenant, nous sommes très contentes. Avec ces broyeuses, on pourra mieux travailler et avoir de l'argent. Ces dons de broyeuses et presseuses vont permettre à plus de 300 femmes d'augmenter leur production d'attiqué. Le maire de Tiendiekro attend élargir son action aux femmes des autres domaines de l'agriculture.
Le Conseil Café Cacao soutient les producteurs de café et de cacao pour une production de qualité. Il distribue des produits phytosanitaires à ses producteurs. Kwasi Mamadou. Honoré Kro, un campement situé à 50 km d'Abidjan dans la sous-préfecture de Songon. L'activité principale des populations de cette bourgade est l'agriculture, surtout la culture du café et du cacao. La production annuelle oscille pour les 300 hectares entre 2000 et 3000 tonnes de cacao de bonne qualité. D'où le choix de ce campement par le Conseil Café Cacao pour lancer sa campagne nationale de distribution de produits phytosanitaires. La directrice régionale Abidjan Sud du Conseil Café Cacao a saisi l'occasion pour féliciter les producteurs de ce campement pour la qualité de leurs produits. Ces producteurs ont été sensibilisés à répandre la culture du café. Séance tenante, ils ont reçu de nouvelles variétés de café pour soutenir leur production. Pour encourager les efforts des producteurs de Honoré Kro, le Conseil Café Cacao leur a gratuitement distribué des produits phytosanitaires, des atomiseurs et des semences de nouvelles variétés de cacao pour régénérer le vieux verger d'une superficie de 30 hectares. En plus des produits phytosanitaires et des semences, Honoré Kro a bénéficié du reprofilage de ces pistes, dont la principale a été baptisée la piste de chocolat par le Conseil Café Cacao. Après la phase de lancement à Honoré Kro, le Conseil mettra le cap sur toutes les régions productrices de café et de cacao pour la distribution de produits phytosanitaires, mais également pour aboutir à la production de café et de cacao de qualité. Le village de Glopou dans le département de Bangolo était en effervescence il y a quelques jours. La raison de cette joie, l'intronisation de son nouveau chef, Chantal Eouma à Kandan. Glopou, village situé dans la sous-préfecture de Zéo, dans le département de Bangolo, est à 24 km du chef-lieu de région. Avec ses 12 500 habitants, ce village est peuplé d'une diversité de communautés ethniques. Les Sénoufos, les Lobis, les Baoulés et les Burkinabés y vivent avec les autochtones guéris. Glopou vient d'introniser récemment son chef de village en la personne de Joseph Mahan Guéa. Je suis très content. Après mon investiture, j'ai tant fait dans le village même, j'ai pu réaliser avec l'aide de l'UEMOA, j'ai fait créer 2 pompes hydrauliques qui s'ajoutent aux 3 pompes hydrauliques du village, ce qui me fait au total 5 pompes hydrauliques. Occasion pour les populations de rendre un hommage mérité à leur nouveau chef. Tour à tour, les cadres, la présidente des femmes et des jeunes ont pris la parole pour souhaiter que la paix règne dans leur village pour son développement. Quant au président de la mutuelle de développement de Glopou, il a exhorté les populations au respect des chefs de village qui sont les auxiliaires de l'administration. Le chef du village de Glopou, Joseph Mahan Guéa, est instituteur à la retraite. Il est marié et père de 13 enfants et 32 petits-enfants. Hors de la Côte d'Ivoire, Madagascar, des criquets géants envahis Antananarive hier jeudi. Cette invasion est due aux fortes chaleurs qui touchent la capitale depuis une semaine. Ces criquets géants ont mis plus d'1 heure à traverser le centre-ville de la capitale malgache. L'artiste musicien burkinabé Amadou Baleke, Amadou Traoré à l'état civil, ancien membre du groupe Africando, est décédé mercredi à Ouagadougou. Il avait 72 ans et il avait été longtemps malade. Il laisse derrière lui 9 enfants. Je m'en vais pas, monsieur, j'ai pas mangé. Monsieur, il n'y a pas le temps. Je m'en vais au versement. Monsieur, il n'y a pas mon nez. Taximan n'est pas gentil. Taximan n'est pas gentil. Je m'en vais pour quoi? Et c'est la fin de cette édition sur cette note musicale d'Amadou Balake que nous terminons cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.